Les amis, on continue à évoquer l'actualité de l'Olympique de Marseille avec cette défaite concédée du côté de Lyon dimanche soir en marge de la clôture de la troisième journée de Ligue 1 et ensuite cette fin de mercato complètement folle évidemment avec de très nombreuses arrivées. On va évidemment un peu débriefer cette actualité très riche autour de l'Olympique de Marseille. J'ai attendu que la sauce tombe un peu pour évoquer tout ça parce que c'est que la température était très forte en termes d'actualité, de mauvais résultats et on sait qu'à l'OM tout s'embrasse très vite. Et c'est vrai que j'ai voulu un peu attendre pour essayer de faire une vidéo très complète là-dessus qui parle du match de dimanche soir, qui parle aussi des soirées folles qu'on a pu avoir juste après, notamment en début de semaine avec cette fin de mercato. Mais on va commencer par aborder tout ça en évoquant le match face à l'Olympique Lyonnais, cette défaite concédée 1-0 du côté du Groupama Stadium. Le moins que l'on puisse dire, c'est que s'il y a un mois, on nous avait dit que Lyon allait nous battre 1-0, je pense qu'on l'aurait pas cru. Tout d'abord parce que Lyon était enlisé dans une profonde crise avec ce qui s'était passé pour eux après le 24 juin et la décision de la DNCG qui ne leur garantissait même pas de pouvoir figurer en Ligue 1 cette saison. Donc c'est vrai que les Rodaniens reviennent de très très loin et nous de notre côté on avait réalisé un super mercato avec l'arrivée de très nombreux joueurs assez attractifs, avec la reconstruction d'un projet, le début de cette saison 2, la qualification en Ligue des Champions. Donc c'est vrai que quand on prend les deux états de forme des deux équipes sur le dernier mois, et bien c'est vrai que l'OM paraissait quand même être plutôt favori, même si l'Olympique Lyonnais foncièrement réalisait un meilleur début de saison que le nôtre, puisqu'ils avaient réussi l'exploit de remporter leurs deux premières journées, alors que nous, ça avait été un peu plus compliqué, que ce soit face à Rennes avec les défaites concédées au Roison Park, ou même en marge de la victoire face au PFC, où ça avait été quand même laborieux, notamment défensivement, face à un adversaire qui lutte activement pour son maintien. Et donc c'est vrai qu'une fois qu'on a dit ça, je pense que le match, on l'a abordé d'une manière assez sereine, assez concentrée, parce qu'on avait montré de belles choses quand même d'un point de vue offensif face au Paris FC, mais sans enlever ce contexte très très compliqué, l'instabilité autour d'Adrien Rabiot, les nombreux recrutements qui allaient arriver aussi du côté de l'arrière-garde. Et c'est vrai que ce match-là, tu l'as pas préparé dans le meilleur contexte, même si je pense que tu as été plutôt serein après le succès obtenu face au Paris FC. Le contexte n'était pas forcément idoine pour préparer cette rencontre. Et ça questionne aussi sur une question peut-être plus philosophique liée au mercato. Est-ce qu'on peut avoir un mercato d'été qui vient en plein milieu du début de la saison? Est-ce que finalement il ne faudrait pas séparer les deux, essayer de faire en sorte que le mercato s'arrête avant le début de la saison? Parce que c'est vrai que l'effectif de l'Olympique de Marseille, entre la défaite concédée lors de la première journée face à Rennes et ce 31 août, ce 1er septembre, mais il a complètement changé. Ça fausse un peu le championnat selon moi, mais c'est une parenthèse que j'ouvre juste comme ça. Mais c'est vrai que cette rencontre face à Lyon, elle a été très difficile avec ce carton rouge concédé dès la demi-heure de jeu par l'Olympique de Marseille, avec l'exclusion de Seji Egan Riley. Alors là aussi, est-ce qu'il doit faire faute sur Malik Fofana? Moi, je suis partisan de laisser passer l'ailier et ensuite essayer de revenir, même s'il y a 1-0. C'est vrai qu'il y avait eu la polémique avec Araujo et Barcola en Ligue des Champions lors de la saison 2023-2024. L'exclusion d'Araujo, certes, elle a empêché le but du Paris Saint-Germain, mais elle a fait que le Barça part avec un but de retard. Moi, personnellement, je préférais qu'on laisse l'ailier marquer le but, quitte à rester à 11 et essayer de revenir après, plutôt que de passer à 10 et d'essayer de subir toute la rencontre, même si évidemment, dans le feu de l'action, il a fait son métier de défenseur et si il n'avait pas taclé Malik Fofana, je pense que beaucoup lui auraient fait le reproche d'avoir laissé le Belge marquer. Là aussi, c'est un autre débat, mais globalement, c'est un match qui n'a pas été facile à analyser, tout simplement parce qu'on a été réduit à 10 assez tôt dans la rencontre et derrière, on n'a fait que subir. Ce qui est bien et ce qui a retardé la sentence, c'est le fait que Lyon joue sans numéro 9 avec l'absence de Mika Otadze parti du côté de Villarreal. Et bien cette équipe, elle se retrouvait son tueur devant, donc il y avait des actions qui étaient très bien construites par l'Olympique Lyonnais parce que je pense qu'ils ont de très bons milieux de terrain avec le jeune Khalis Mera, avec aussi Tyler Morton qui est l'une des révélations de ce début de saison. Donc on a des créateurs du côté de l'Olympique Lyonnais, on a un ailier virevoltant avec Malik Fofana, mais on n'avait pas ce tueur devant pour venir prononcer la sentence bien avant dans la rencontre. Et c'est vrai que derrière, ça a entraîné une rencontre difficile pour nous. On a énormément subi. Ce que j'aimerais souligner du côté de l'Olympique de Marseille, parce qu'on ne peut pas vraiment parler de jeu, étant donné qu'on a été réduit à 10 contre 11 assez tôt dans la rencontre. Ce que j'aimerais souligner, c'est les débuts quand même plutôt prometteurs d'Ahmed Junior Traoré, que j'ai trouvé plutôt intéressant. Ça a été l'une des principales éclaircies offensives. C'est vrai qu'Aubameyang et Greenwood ont été très peu en vue. Greenwood bousculé dans son duel face à Abner. Aubameyang très peu trouvé aussi, puisque l'OM jouait très bas. Et c'est vrai qu'Ahmed Junior Traoré, il a essayé de se
s'en sortir comme il a pu. On n'a pas pu juger le jeune Bilal Nadir puisqu'il a été sorti, il a fait les frais de l'exclusion de Egan Riley. Donc c'est vrai que c'est un match qui a été difficile à juger tout de même parce qu'on a été réduit à 10 assez tôt. Et j'aimerais quand même parler de Balerdi là aussi parce que c'est l'un des joueurs qui a cristallisé le plus de débats suite à cette rencontre. Moi personnellement, je pense que Léo Balerdi doit rester du côté de l'Olympique de Marseille. Je ne suis pas partisan de le faire partir, tout simplement parce que pour moi, il symbolise quelque chose de fort du côté de l'OM. C'est la seule stabilité du club, dans ce club qui change tous les ans. C'est vrai que c'est le seul qui est là depuis des années. Je pense qu'il faut le conserver parce que ça reste un bon défenseur, notamment avec le ballon, même si ça ne s'est pas vraiment traduit sur la dernière rencontre. Mais je pense que Balerdi doit être accompagné et ça va dans le bon sens avec les arrivées de joueurs meilleurs que lui intrinsèquement, plus expérimentés comme Pavard, comme Aguerd. Balerdi, oui à l'OM, mais pas en tant que capitaine et pas en tant que leader de défense. Mais je pense que ça, on l'a remarqué depuis très longtemps. Maintenant, ça ne peut pas être le patron de ta défense, bien sûr. Et c'est vrai que globalement, on a eu une sentence qui a été retardée, comme je l'ai dit, un match difficile à analyser. Et ça nous a fait nous entraîner vers un fin de mercato assez paniqué du côté de l'Olympique de Marseille. À la base, la feuille de route qui avait été dressée par le board phocéen, c'était juste de faire quelques ajustements sur cet effectif qui avait donné pleine satisfaction la saison passée. C'était juste essayer de trouver des doublures, dresser un peu les contours de cet effectif, peaufiner un peu tout ça, essayer de garder les cadres. Et c'est vrai que rares sont les clubs de Ligue 1 à avoir gardé autant de cadres que l'Olympique de Marseille. L'AS Monaco a par exemple perdu énormément de joueurs en fin de mercato, comme Singo, comme Ben Seguir. Donc c'est vrai qu'ils ont perdu de nombreux éléments. Il y a Mbolo aussi qui a quitté le club du Rocher, alors que l'OM a réussi à garder ses cadres. Et Greenwood, malgré les offensives de l'Arabie Saoudite. Roulier est également resté, Balerdi est resté. Donc c'est vrai qu'on a gardé de très nombreux cadres. On avait gardé Rabiot jusqu'avant l'incident et qu'il a opposé à Jonathan Rowe, mais c'est vrai qu'on avait un mercato d'ajustement à la base et c'est ce qu'avait prôné Longoria. Et c'est vrai que début juillet, on se disait le club va enfin être stable, on va enfin avoir quelques recrues qui vont venir ajuster l'effectif, mais avec la même colonne vertébrale. Et il s'est passé quelque chose, je pense, suite à la défaite face à Rennes, suite à la dispute entre Rabiot et Rowe qui a fait que derrière le board s'est un peu embrasé, le board a peut-être un peu paniqué. On parle d'un board quand même relativement jeune. Et Benassia et Longoria sont des dirigeants assez jeunes tout de même, et il faut le souligner, ils n'ont peut-être pas assez de bouteilles. Le fait qu'ils soient dans le contexte marseillais aussi, qu'ils soient très impulsifs, très sanguins, ça fait que ça décuple un peu les émotions liées aux prises de décision. Et on se retrouve avec une fin de mercato où il y a des joueurs qui viennent, en veux-tu, en voilà. O'Reilly, Vermeeren, on a également eu Pavard et Aguerd, et j'ai l'impression qu'on essaye de jeter de la poudre aux yeux aux supporters pour leur faire oublier les mauvais résultats. Tenez Pavard, tenez Aguerd, des défenseurs de qualité qui ont des noms, qui ont un bon palmarès. Voilà, on vous les met sur un plateau. Juste, on n'a qu'à oublier ce qui s'est passé sur le début de saison. J'ai un peu l'impression que c'est ça. Alors, je ne doute pas de l'attractivité de l'OM et de la capacité de persuasion de Benassia et de Longoria. Je pense que ramener Pavard et Aguerd, ça dénote d'un bon boulot tout de même. Mais où est la structure? Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va jouer à 3? Est-ce qu'on va jouer à 4? C'est vrai que jusque-là, Aguerd jouait dans une défense à 3 du côté de West Ham. Pavard a connu le prime de sa carrière dans une défense centrale à 3, là aussi, que ce soit du côté de l'Inter, il a même pu jouer dans une défense à 3 au Bayern Munich à certains moments sous Thomas Tuchel, donc c'est vrai que là aussi on ne sait pas vraiment comment on va jouer. De Zerbi a voulu repasser à 4, il a toujours joué à 4, que ce soit à Brighton, que ce soit à Sassuolo. L'année dernière on a joué une grande partie de la saison à 3, donc déjà rien que dans le dispositif on ne sait pas vraiment comment va évoluer le technicien italien, et c'est assez inquiétant à 15 jours de la Ligue des Champions et du déplacement du côté de Santiago Bernabéu. La réception du Paris Saint-Germain aussi en Ligue 1, donc c'est vrai qu'il y a tout un imbroglio, on ne sait pas vraiment quelle est la feuille de route de l'OM. Ce qui me rassure un peu, c'est que là il va y avoir la trêve internationale et qu'au retour de cette trêve, on va pouvoir enfin travailler avec les nouveaux joueurs, essayer de dresser un nouveau dispositif avec des nouvelles animations, mais globalement le 11 de départ il a complètement changé par rapport à la préparation où tu avais donné énormément d'importance à Amine Gouiri en disant devant les médias que ça allait être le numéro 9 de l'OM, où Jonathan Rowe s'était enfin révélé à ce poste d'ailier gauche sur la fin de saison passée, sur l'Euro Espoir avec l'Angleterre. Là aussi, il avait, face à Séville et face à Aston Villa, été plutôt bon. Suite à sa bagarre, il est poussé vers la sortie, mais je pense que même sans la bagarre, Jonathan Rowe serait parti. Donc on a donné de l'importance à des joueurs qui ne sont plus là, qui allaient être des cadres sûrement et qui ne le sont plus. Donc c'est vrai que sur le match face à Aston Villa, par exemple, on avait Gouiri, Rabiot et Rowe. Deux sont partis et le dernier a été déclassé.
Et c'est vrai que là aussi, on peut quand même se poser la question, pourquoi est-ce qu'en 3 semaines, tout part en vrille comme ça, tout va à volo du côté de l'OM avec l'arrivée de joueurs dont on ne connaît même pas l'identité pour certains supporters. Je pense que beaucoup ne connaissaient pas O'Reilly, beaucoup ne connaissaient pas Vermaelen, et je peux tout à fait le comprendre là aussi. On va voir comment tout ça va s'incorporer, mais je pense que 13 recrues dans un mercato, c'est le signe d'un club qui va mal. Encore une fois, je suis désolé, mais quand on est aussi instable, après avoir obtenu une deuxième place la saison passée, je pense quand même que ça dénote d'un manque de direction. Je trouve que ça dénote quand même d'achat plutôt compulsif. Là aussi, ça fait un peu supermarché dit comme ça, j'achète des choses de manière compulsive, mais c'est vrai, j'ai un peu l'impression que l'OM tombe dans des achats plutôt compulsifs sur cette fin de mercato pour faire oublier les mauvais résultats du début de saison. En tout cas, j'espère me tromper là aussi, mais j'ai l'impression que l'instabilité de l'OM va nous suivre jusqu'au bout sous la direction de Longoria. Peut-être que ça va me donner tort à la fin de la saison, mais en tout cas, je pense vraiment que dans un club comme l'OM qui est parti sur un projet de 3 ans avec un coach, avec un nouveau board, la volonté de créer cette institution très forte, je pense que cette institution, elle s'est beaucoup sabordée tout de même. Depuis quelques mois, on a eu le pétage de plomb de Longoria, on a eu l'affaire Rabiot où il y a eu énormément d'instabilité, où ça a révélé beaucoup de fragilité dans le board de l'OM là aussi, pour finalement voir l'international français partir du côté de l'AC Milan. Donc voilà, là aussi il va y avoir un match face à Lorient, c'est là qu'il va falloir rectifier le tir avant d'aborder les grosses rencontres, mais je pense que ça va prendre du temps, ce début de saison de l'Olympique de Marseille. Je pense pas qu'en septembre on soit directement dans une forme optimale, même si encore une fois, si tu mets Pavard à guerre dès le début et que tu comptes sur leur qualité intrinsèque, je pense que ça peut donner quelque chose de positif. Mais ne comptons pas sur l'OM pour être une structure collective et une machine, un rouleau compresseur tout de suite, parce que ça va prendre du temps quand tu as autant de recrues, quand tu as un collectif qui est aussi moribond depuis le début de la saison. Ça va prendre du temps. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.